Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Anissé Mbida et je suis ravi de vous accueillir à ce nouveau rendez-vous numérique du Grand Paris Express. Alors, je vous remercie d'autant plus d'être là, que certains viennent de très loin et qu'il n'a pas toujours été facile d'arriver à l'heure ce matin à la Gaîté Lyrique. Alors, vous le savez, le Grand Paris Express, c'est d'abord un métro et une formidable infrastructure de transport. Mais c'est aussi un projet qui a l'ambition de créer le métro le plus numérique du monde. Alors pour cela, la Société du Grand Paris a lancé un appel à manifestation d'intérêt entre décembre et février dernier pour faire converger les idées les plus innovantes en matière de services, notamment pour les voyageurs. La matinée d'aujourd'hui a donc un objectif, c'est de remercier tous les participants, il y en a beaucoup dans la salle, de partager la richesse et la qualité des contributions qui ont été reçues et bien sûr d'annoncer quelle sera la suite du processus. Donc si vous êtes prêts, sommaire. On va commencer la journée par la rencontre avec deux élus qui sont très impliqués dans la gouvernance de la Société du Grand Paris. Ils nous diront pourquoi le numérique est important, est un levier très important pour leur territoire et pour leurs administrés. Nous donnerons ensuite des principaux enseignements de l'appel à manifestation d'intérêt. Et nous verrons enfin quelques exemples de contributions, tout ça en vidéo, et nous en débattrons ici avec plusieurs grands témoins. Et puis on prendra un petit peu de hauteur pour comprendre comment la mobilité des personnes participe à la transformation de l'économie. Et enfin, le moment que vous attendez tous, Philippe Yvain, le président du directoire de la SGP, viendra annoncer ce qui sera mis en place de façon très concrète après les différentes contributions. Alors, exactement comme l'appel à manifestation d'intérêt, cette matinée a été construite comme un moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à participer en direct. On a mis plusieurs dispositifs à votre attention. Via Internet, vous allez sur app.wisembly.com. Vous tapez le mot de passe métro digital. Pour ceux qui sont un petit peu moins geeks, il y a aussi le SMS 06 33 13 40 34. Vous tapez métro digital et votre message, je le recevrai sur cette tablette. Ou évidemment, via Twitter, avec le mot-clé ou le hashtag, comme disent certains, métro digital. Encore une fois, on compte sur vous pour participer, pour poser des questions, pour commenter. Je reçois tout sur la tablette. Donc, lancez l'application dès maintenant et vous pouvez la tester. Alors, cette journée devait être ouverte par Frédéric Cuvillier, qui est le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Son agenda ne lui a pas permis d'être avec nous ce matin, mais il a tout de même tenu à vous envoyer un petit mot. Écoutez et regardez. Mesdames, Messieurs, chers participants, je tiens tout d'abord par ce message à vous demander de bien vouloir excuser mon absence retenue par ailleurs. Le sujet qui, aujourd'hui, vous rassemble est un sujet ambitieux. Inventer ensemble le métro digital. Le métro le plus digital du monde. C'est dire combien vous aurez aujourd'hui à apporter des réponses pour demain. La question de la mobilité, des nouvelles technologies sont des enjeux totalement liés. J'ai souhaité d'ailleurs, en prenant un certain nombre d'initiatives, faire en sorte que ce potentiel des nouvelles technologies, de la mobilité 2.0, soit mis au service des citoyens par une préoccupation de leur quotidien, le transport. Des transports plus sûrs, des transports ponctuels, des transports qui assurent sérénité, autant d'avancées technologiques qui peuvent assurer à nos citoyens ce que, finalement, ils attendent de la qualité du service public. Je n'oublie pas que derrière cet enjeu, ce sont des milliers de personnes, d'entreprises, de start-up souvent, qui font preuve de beaucoup de recherche, d'innovation, qu'ils mettent au service de nos préoccupations, c'est-à-dire les préoccupations des transports. Le marché annuel français est un marché important, plus de 4,5 milliards d'euros. Ce sont, je le disais, entre 500 et 1000 entreprises qu'il nous faut accompagner et qu'il nous faut encourager. Ce sont plus de 45 000 emplois, les emplois d'aujourd'hui, mais aussi des emplois de demain. Je suis heureux de saluer l'initiative de la Société Grand Paris. Je suis heureux de souligner combien le Grand Paris Express va nous permettre de passer une étape supplémentaire, non pas pour construire les transports de demain. Souvent, lorsqu'il est fait référence à la mobilité 2.0, aux transports intelligents, nous nous projetons vers des enjeux qui sont qualifiés d'enjeux pour demain. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir non seulement anticiper, mais apporter les réponses qui sont celles d'aujourd'hui.
Le Grand Paris Express recèle un enjeu extraordinaire. De pouvoir, par cette ligne de métro automatique, répondre par des applications, par des services nouveaux, mobiliser bien évidemment toutes les technologies à notre disposition, mais en inventer de nouvelles. Depuis 2 ans, j'ai souhaité lancer un certain nombre d'initiatives. Ce fut le cas avec la SNCF, lorsque je lançais Gare Montparnasse, les gares Wi-Fi. Depuis, et en quelques mois, beaucoup de progrès ont été réalisés. Plus de 128 gares ont déjà été dotées du service Wi-Fi illimité, gratuit, et une centaine de gares supplémentaires en seront dotées. Être connecté, lorsque nous prenons un mode de transport, c'est vrai des TGV, mais c'est vrai de tout mode de transport. Le mode de transport doit être un lieu optimisé, un temps optimisé. Et il faut pour cela que nous puissions doter tous ces moyens de transport de connexion Wi-Fi et de faire en sorte que chacun puisse tirer parti de ce temps de déplacement. Nous aurons également à apporter des services nouveaux. Je pense notamment à la nécessité de digitaliser les voyages, de faire en sorte que par des applications, nous puissions être utiles. J'ai souhaité, lors d'une conférence sur les transports intelligents, ouvrir le chantier de l'ouverture des données, de faire en sorte que nous puissions également impulser la construction d'un calculateur d'itinéraire. J'ai souhaité confier cette mission à Francis Jutan, qui aura à répondre par ses expertises, par ses rencontres, à ces enjeux qui semblent simples et qui pourtant soulèvent bon nombre de questions. Elles ne sont pas que techniques, elles ne sont pas que technologiques, elles sont également juridiques. Nous devons aussi illustrer ce que représente la digitalisation. Nous devons illustrer pour nos concitoyens ce que peuvent receler en service. Je pense notamment à des initiatives déjà prises, le Tranquillien, qui permet d'adapter son déplacement au bon moment, de façon à ce que le temps de déplacement ne soit pas un temps anxiogène, mais au contraire un temps optimisé, de quiétude et de loisirs ou de travail. Je pense également aux services que l'ensemble de ces technologies peuvent apporter, notamment dans le cadre de HandiMap, qui permettent une accessibilité, notamment aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, personnes handicapées, à mobilité réduite. Elles doivent pouvoir anticiper leur déplacement et le faire dans la sérénité, avoir la bonne solution à leurs difficultés et de pouvoir, là encore, être dans l'autonomie la plus grande. Enfin, je salue l'appel à manifestation d'intérêt qui fut lancé en décembre 2013 jusqu'au février 2014. Ce fut l'occasion pour des centaines, plus de 140 entités, personnes, de se manifester et de répondre à cette AMI. Ce fut le cas d'innovateurs du web, ce fut le cas de collectivités locales, ce fut le cas de spécialistes de transport, qu'ils en soient ici remerciés. C'est un beau signe, une belle mobilisation. C'est aussi l'illustration de l'enjeu que représente le sujet qui va vous occuper aujourd'hui. Je compte beaucoup sur la qualité de vos travaux, de vos échanges, parce que nous savons que nous ne construisons pas seulement les transports de demain, que nous ne sommes pas non plus que dans une forme de préfiguration. Nous sommes dans le concret et nous sommes dans une avancée qui est de plus en plus rapide. La France est l'un des leaders mondiaux par son savoir-faire dans le domaine des transports. Elle doit le rester. Elle doit être dans la compétitivité. Souvent, nous sommes regardés comme un pays qui innove dans le domaine des transports, qui est pris en référence. Nous devons, là encore, amplifier cette confiance qui est une confiance internationale envers nos grands leaders, mais aussi les plus petites entreprises qui, chacun et chacune, contribuent à la réussite de notre pays. Merci, bons travaux et à très bientôt. Oups. Alors, le transport, le numérique et la mobilité sont devenus des composants essentiels de l'aménagement du territoire. On a donc demandé à 2 élus de venir faire part de leur expérience dans leur territoire. On n'a pas pris n'importe lesquels. 2 élus très impliqués dans la gouvernance de la SGP. Je vous demande d'accueillir André Santini et Jean-Yves Le Bouillonnec.
André Santini, on vous connaît comme ancien ministre, comme député des Hauts-de-Seine, maire d'Issy-les-Moulineaux, et vous êtes aussi le président du conseil de surveillance de la SGP. Quant à vous, Jean-Yves Le Bouillonnec, vous êtes député du Val-de-Marne, maire de Cachan et surtout président du comité stratégique de la SGP. Alors vous représentez tous les deux des piliers de la SGP, de la gouvernance de la SGP. On vient d'écouter le secrétaire d'État au transport. Selon vous, pourquoi le numérique et le transport font si bon ménage? Commencez par vous, André Santini. Petit micro. Je dirais qu'on a enfin rattrapé le présent. Il y a longtemps qu'on dit, ah mais avec les tunnels qu'on a, les câbles qu'on pourrait dérouler, etc., puis ça ne bougeait pas beaucoup. Alors la Société du Grand Paris a été une des premières à mettre en musique vraiment le transport et le numérique. Maintenant, ça va être obligatoire. C'est même dans un texte de loi, en théorie. Aujourd'hui, les gens ne conçoivent pas qu'il n'y ait pas... Moi, je vois dans ma commune, par exemple, je ne dirais pas quel est le type qui a emporté le marché pour le fort, mais il ne branle rien. Alors, les gens me disent « Ah, ben non, tu parles de la ville numérique, on n'a pas ça. » Je suis obligé de me tourner vers ce brillant ectoplasme et puis de lui dire « Attendez, monsieur, vous pourriez peut-être, parce que quand même, ça arrive au bas de l'immeuble. Aujourd'hui, ça fait partie du standing minimum. » Et c'est très très bien que le transport soit présent et c'est encore mieux que la SGP soit largement active sur le dossier. Jean-Yves Le Bouillonnec, transport, mobilité, numérique. Il y a un anachronisme en fait à évoquer au départ un réseau de transport et en même temps de le mettre en parallèle avec le numérique. Mais un réseau de transport, c'est ce qui signifie aujourd'hui la mobilité des gens dans leur manière d'être, de fonctionner, les loisirs, le travail, l'ailleurs, accessible, et ça va être le cas du réseau. Mobilité au niveau du numérique, parce qu'en réalité, on est partout, avec tout le monde, en même temps. Oui. Et c'est ça. Donc cet anachronisme-là, il doit être immédiatement rejoint dans une idée, comment le réseau va nous servir dans cet immense pas que nous sommes en train de franchir, qui nous dépasse un peu, qui est peut-être incertain pour beaucoup, qui est effectivement au cœur de nos vies, le numérique, individuellement et collectivement. Alors, André Santini, le Grand Paris Express va passer par Issy-les-Moulineaux. Jean-Yves Le Bouillonnec, dans la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, dont vous êtes vice-président, il y a 5 gares aussi qui sont prévues d'être installées. Il a intrigué. Oui. Alors, vous semblez assez passionné par le projet, mais pourquoi c'est important pour vos territoires? Pourquoi il est aussi intrigué par l'arrivée du Grand Paris Express dans son territoire? Moi, je n'ai que sur mon interco 3 gares seulement. Mais parce que vous n'avez pas nous fait un concours de celui qui en en a le plus, quand même. Il nous a fait le coup de l'Est, etc. On est malheureux, alors qu'il se démerde très bien, on le sait bien. Donc, il faut s'imaginer qu'on maîtrise cette fois une implantation formidable. Moi, quand j'ai été parachuté dans ma commune, il y a 34 ans, j'avais quand même fait une petite étude. Il y avait le métro mairie d'Issy. Ouais, ça ne vous dit rien. Vous ne saviez pas que mairie d'Issy, c'était la mairie d'Issy. Vas-y, maintenant c'est moi. Et mairie d'Issy, plus le périphérique, il n'y avait pas le tramway. C'est moi qui ai porté le tramway avec beaucoup de difficultés, parce que les grands experts, je ne dirais pas ça de mon Ben, c'est parce qu'il est de la maison, m'ont dit oh, ça fera 20 000 personnes. Un mauvais train. C'est vrai. Une fois de plus, les experts ont eu raison, comme pour raboter les voies. C'est en fait 100 000 personnes par jour. Et maintenant, on me dit, mais il est trop petit ce tramway. Évidemment qu'il est trop petit. Et d'ailleurs, à la limite, on se demande si on aura besoin de plusieurs stations de métro. Le transport aujourd'hui, mais le transport moderne, pas le transport poussif, les petits gris, etc., tout ce que veulent les gens, c'est un élément important pour choisir où on habite. Et là encore, la grande idée, c'était Christian Blanc à l'époque, de la double boucle, c'est de permettre à chacun d'être à une demi-heure maximum de son lieu de travail. Et ça, c'est vrai que ça change considérablement les conditions de vie. L'attractivité de la commune, imagine. Voilà, et la commune, évidemment, moi je vois bien, pour les entreprises, quand on est en rivalité, actuellement par exemple avec la Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas? Bon, parce que non, ils sont qu'à 250 € le mètre carré et nous à 450, c'est pas évident, hein, mais on a quand même un réseau de transport qui permet aux gens de choisir intelligemment. Donc, il faut vraiment ce Grand Paris. Moi, j'ai bien senti,
là où il y a une gare, on a bien choisi l'emplacement, mon cher Le Bouillonnec. C'est un quartier délaissé, avec plusieurs allées de HLM, que j'ai restructuré, mais c'est pas terrible. Et à la réunion qu'on avait faite, car j'ai créé une maison des projets pour copier Le Bouillonnec, eh bien, à la réunion, il y avait plein de gens, 600 personnes à peu près, qui sont venus et qui ont dit « on va avoir le vrai métro ». Et en même temps, pendant que j'y étais, on ne va pas se contenter d'un métro, on va prolonger la ligne 12 de la mairie d'ici jusque-là. Alors là, ils m'ont porté sur un trône, ils ont même voté pour moi, vous vous rendez compte, c'était invraisemblable ça. Eh bien, vous n'imaginez plus ce qu'est le métro. Je me suis appuyé, il y a eu 15 000 personnes dans les enquêtes publiques quand même. Hein. Il fallait entendre les petites gens dire « Monsieur, je suis à Villejuif, je me lève à 5 h le matin, je vais prendre le métro à tel endroit, je change de métro. » C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est nous qui avons eu tort, n'est-ce pas, de laisser les gens. Jean-Yves Le Bouillonnec, alors vous n'avez pas le mairie de Cachan chez vous, mais justement, comme vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, c'est quelque chose d'assez important pour vous, notamment tout ce qui est numérique, parce qu'il y a énormément d'écoles de numérique, l'EPITA, Epitech, je crois que les Frais aussi. Et là-bas, il y a des entreprises c'est quelque chose d'important pour vous. L'attractivité, non seulement, on vient de l'entendre, pour les citoyens, les administrés, d'être très proches de leur lieu de travail, mais aussi pour attirer une croissance économique locale. Oui. Je voulais simplement, pour aller au-delà de ce qu'a dit André Santini, dire que dans beaucoup de territoires que va traverser le Grand Paris Express, il n'y avait pas de transport. Oui. Quand j'ai fait mes études de droit, je traversais le département du Val-de-Marne. Je n'avais comme seule solution, quand j'étais jeune étudiant, de rentrer dans Paris. Oui. Et quand le terme « vrai métro », signifie pour les gens de banlieue de ne pas être obligés de prendre les RER qui les font rentrer dans Paris, mais de prendre de vrais métros qui les emmèneront à Issy, ou plutôt, parce que ça sera plus intéressant aux gens d'ici de venir à Cachan, et tout ça en quelques minutes. Cette réalité-là, en fait, elle n'était inaccessible. Donc le grand réseau fait ça. Et justement, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va être un projet qui va développer nos territoires. On ne se contente pas, les 120 maires qui constituent le comité stratégique de la Cité Grand Paris, ne se contentent pas de travailler avec les équipes de la Cité Grand Paris pour accueillir le réseau, pour le construire. Non, on est en train de rénover avec le grand réseau toute une infrastructure urbaine, qui de quartier, qui de centre-ville, qui d'espace comme Gustave Roussy, par exemple, qui est un lieu extraordinairement important pour des milliers de personnes, d'être accessible différemment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce grand vecteur de mobilité physique des gens est aussi vécu par nous comme un instrument sur les enjeux numériques. Pour deux approches. La première, c'est qu'à travers le réseau, on peut faire un réseau numérique. On peut donc accéder à un dispositif et maintenir, d'une certaine manière, ou créer, pour certains, des réseaux numériques. Et puis, il y a les lieux des gares, dont on voit bien qu'ils peuvent aujourd'hui être des lieux accessibles à tous dans la dimension numérique. J'ai un travail, j'ai ma sacoche, et la gare va m'être utile. Je suis un jeune étudiant, je vais aller chercher dans le lieu de la gare des espaces qui vont me rendre accessible des horizons que, à la maison, je ne peux pas avoir. Et puis, il y a la vie quotidienne, les associations, les structures, les services administratifs qui pourraient être accessibles demain dans ces lieux. Donc on voit bien qu'il y a à la fois la potentialisation de l'ingénierie numérique sur nos territoires qui doivent accompagner la rénovation urbaine, la création d'infrastructures, et à côté de cela, la création de pôles qui seront au quotidien de la vie des gens. Et c'est ça la conception de la nouvelle gare. La gare où on ne va pas seulement parce qu'on doit aller quelque part et qu'on va prendre le métro ou le train ou le RER, mais une gare dans laquelle on s'installe pour faire une partie de ce que l'on doit faire. Et ça, c'est un enjeu colossal. Les partenariats que vous avez évoqués, les grandes sociétés, l'école normale supérieure. Hein. Oui. Je voudrais le dire et rappeler qu'il y a eu un projet il y a une vingtaine d'années qui s'appelle le projet Ruby, initié par notre territoire et avec le soutien de la région Île-de-France, et qui est le premier grand réseau sud-francilien de numérique entre les grands établissements d'enseignement, les grandes sociétés, les grands acteurs économiques, et que le territoire, d'une certaine manière, il a un rôle important
dans ce qui est pourtant la mobilité totalement dématérialisée qui nous permet d'aller au bout du monde. Alors, on va partir un petit peu à l'ouest, du coup, du côté d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Le numérique, alors ça a toujours été un peu votre cheval de bataille, votre dada, vous êtes sur ces questions depuis longtemps. En quoi le numérique, au-delà de la fracture numérique, de combler la fracture du numérique, pourquoi c'est important pour le citoyen? On vient d'en parler un petit peu pour attirer les entreprises. Et pour le citoyen, pourquoi c'est important? D'abord, une idée. Nous vivons actuellement des moments bizarres avec des tas de nouveaux maires qui arrivent. Ils sont complètement paumés. Il y en a quelques-uns de gauche, beaucoup de droite, etc. Ils sont paumés. Et je leur dis à chaque fois, parce qu'évidemment, ils arrivent, ils vont tout faire en 24 heures, redresser la dette, le transport, les écoles, très bien. Je leur dis, avant, soyez stratèges. C'est-à-dire, à quoi allez-vous consacrer les 6 petites années qu'on vient de vous donner? Quels sont vos atouts? Sur quoi allez-vous réfléchir? Moi, quand je suis arrivé dans cette commune, il y avait la Seine, il y avait le périph', il y avait le métro. C'est pas idiot quand même, ça. Hein, c'était un avantage. Mais le reste, c'était des friches. C'est simple. C'était la banlieue des Potoirs, la banlieue que pourtant je défends Haussmann maintenant. Eh bien, on rejetait. Alors, on avait l'usine d'incinération, on avait les trucs les plus minables possibles, une cartoucherie, Gévelot, qui a fini par sauter, parce qu'une cartoucherie, c'est fait pour sauter. Enfin, vraiment. Il y avait le séminaire. Celui-là, pour l'instant, c'est moi qui l'ai refait. Hein. Mécréant comme moi, c'est quand même bizarre. Bon. Mais alors, le numérique pour les citoyens. Alors, le numérique, donc, j'ai décidé, après avoir tourné un peu, de nous lancer en 80 et quelques dans le numérique. Et à l'époque, quand j'ai dit on va attaquer Internet, j'ai eu l'impression que les gens pensaient que c'était une entreprise de nettoyage. Maintenant, il y en a encore quelques-uns, mais ils sont moins souriants. Donc, on s'est lancé là-dedans. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a commencé à demander à tous les services de regarder comment on pourrait utiliser les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, ça marche très très bien. 90% des gens sont connectés et surtout, il faut rompre ce qu'on appelle la fracture numérique. Il faut que tout le monde puisse. Alors les enfants, n'en parlons pas. Après, vous avez des entreprises qui arrivent. Pourquoi Microsoft vient à Issy-Moulineaux? Ils auraient pu aller ailleurs, dans la grande banlieue de Paris, hein, à côté, ou dans Paris même. Non, ils viennent chez nous. C'est bizarre. Et les gens me disent, parce que vous avez une image numérique. Pourquoi Cisco vient? Parce que vous avez une image numérique. Pourquoi Bouygues Télécom, avec les emmerdes qu'ils commencent à avoir, vient sur Issy-Moulineaux? Parce que vous avez une image numérique. Vous voyez, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'image. Il faut que les 2000 personnes, 3000 personnes de chaque immeuble disent, on va à Issy-Moulineaux et personne ne moufte en disant, c'est bien, c'est une ville dynamique, on va être reçu. Et ça, on peut l'utiliser. Alors après... Alors, on va juste jouer la parité. Il se passe aussi beaucoup de choses du côté du 94, avec Orange qui est installé, Sanofi, bon, qui est pas dans le numérique que qu'on entend, mais dans les nouvelles technologies d'innovation. Juste il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à l'appel à manifestation d'intérêt. Je vous envie qu'on joue un jeu de rôle ensemble et d'essayer, imaginons, on se retrouve en décembre. Vous faites partie des contributeurs, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez manifester un intérêt pour le Grand Paris. Et donc, je veux juste vous demander qu'est-ce qui vous aurait quelle est la thématique qui vous aurait intéressé de creuser, de proposer pour la société du Grand Paris, pour le Grand Paris Express. Alors moi, je connais les réponses qu'a fait la communauté de régénération du Val-de-Bièvre, hein, donc je triche un peu. Justement. On a effectivement participé à l'AMI. Oui. La stratégie territoriale que nous avons, c'est on travaille le plus près possible de chez soi, de là où on vit. Et par ailleurs, le territoire d'excellence, c'est l'enseignement et c'est l'éducation. Nous avons, vous l'avez cité, un certain nombre de grands établissements spécialisés et nous avons par ailleurs une dynamique d'activité qui n'a pas la puissance de celle qui a été initiée il y a plusieurs décennies à Issy-les-Moulineaux. Il se passe beaucoup de choses dans le sud de Paris, de l'ouest à l'est. Exactement, mais qui est en train actuellement de se transformer. On a accueilli Orange, on accueille au sud le siège aussi du Crédit Lyonnais. Nous avons accueilli de Sanofi qui regroupe ses activités au cœur d'ailleurs de notre agglomération. Et c'est vrai qu'il y a eu une première démarche de ces grandes entreprises qui consiste à dire on vient dans un territoire urbain. On ne peut plus imaginer d'être dans des campus d'activités, loin de tout, où il y a des petites fleurs, des petits oiseaux. On veut être là où vivent les gens et là où il y a la réalité de l'activité. Mais dans le même temps, on sait que cette présence-là n'est
penser qu'à partir du moment où l'instrument du numérique, ce que disait très justement André Santini, est au cœur. Donc la vraie question, c'est comment les acteurs économiques, comment les grandes écoles de formation et d'enseignement sont susceptibles, à travers le numérique, de potentialiser ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Et quand elles font Orange aux quatre coins du monde qui est rond, il est aussi dans la réalité du territoire qui l'accueille. Donc, encore une fois, c'est toujours une sorte d'anachronisme. On fait un réseau, voilà, on fait un réseau qui vous amène à quelques dizaines de kilomètres, et dans le même temps, on le fait par un enjeu qui vous place au cœur du monde. Ça, c'est intéressant. Je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que nos collectivités se sont appropriées depuis longtemps cet enjeu du numérique. Aujourd'hui, une grande partie de la communication des villes, c'est la communication par le numérique. Aujourd'hui, une grande partie de nos collectivités, en tous les cas celles qui ont eu une dynamique sur ces sujets, ont totalement dématérialisé leur fonctionnement administratif par des concours de l'État. Et par ailleurs, il y a toute une stratégie de travail. Je suis un débuté. Là, André Santini ne le fait pas. Mais moi, je suis un débuté. Un jour, on m'a dit, mais vous êtes toujours sur votre tablette. Mais je suis sur ma tablette parce que mes amendements sont sur ma tablette. Et qu'en réalité, tout l'instrument qui était transféré par des tonnes de papier, on l'a sur notre iPad aujourd'hui, comme vous le faites. Et ça, c'est une réalité qui est absolument incroyable. Alors, éducation, locale et à la fois globale. Développement économique. Et ensuite, aussi. il y a administration aussi. Du côté des Hauts-de-Seine, si jamais vous deviez faire un appel si vous deviez répondre à l'appel à contribution, quelle est la chose qui vous intéresse de creuser, sur laquelle vous voulez insister, par exemple? Alors, on a déjà depuis 5 ans le paiement du stationnement par téléphone mobile. Oui. Voilà. Alors là encore, il y a une répercussion sur ma commune. Quand je lis les problèmes qu'il y a à côté et tout le stationnement est payant. Voilà. On n'en sortira pas, mais il y a aussi des services. On peut savoir si une place est libre, par exemple. Par exemple, alors on a déjà une place de stationnement libre. de payer par numérique, c'est quand même intéressant. Et du coup, maintenant, il y a une vingtaine de villes qui l'ont fait, et la mairie de Paris va l'adopter aussi. Deuxièmement, c'est Parkeo qui a lancé ça. C'est le projet Find Me a Place, qui permet aux automobilistes de rechercher une place de stationnement en voirie sur leur smartphone. Donc, le stationnement payant, il apporte des services. Et ça permet aux gens, d'après l'analyse prédictive des données de stationnement, enregistrées par les parcs-mètres, d'avoir un service. Donc, la voirie, vous comprenez, quand on leur dit « mais vous payez parce que la voirie publique, elle est publique ». C'est pas privé. Quand j'ai vu ça, le drame qu'il y a eu avec les handicapés qui voulaient, on doit faire une place d'handicapés tous les je sais pas combien, et bien tout le monde voulait avoir la place d'handicapé devant chez soi. Bon, ils n'ont pas tort quand même, on va pas leur expliquer que... Mais c'est pas tout à fait réalisable. Il faut expliquer que la voirie publique, elle est publique. Alors, nous avons maintenant un service d'information... Donc c'est beaucoup d'intermodalité. C'est vraiment l'idée, c'est que il n'y a pas forcément tous les transports. Vous avez le métro, on a parlé du tramway, le Grand Paris Express qui arrive. Voilà. Il faut aussi pouvoir créer les conditions de passage du piéton. On m'a refusé le téléphérique, merci de le rappeler. Oui. Parce que je vois que maintenant il y en a partout. Bon, ça ne fait rien. Autolib aussi, qui fonctionne aujourd'hui. Autolib et Vélib aussi, bien sûr. Et Vélib aussi. Donc, on a un des axes petit mot de Zenbus. C'est le service mobile d'information géolocalisée qui permet aux habitants de voir où se trouve leur bus. J'avais piqué ça en Corée. Nous avons le fort qui est équipé en domotique. Et il y a un moment où vous sortez de chez vous. À ce moment-là, vous avez un plateau qui s'allume et qui vous dit, premièrement, il pleut et vous n'avez pas de parapluie. Parce que la webcam a vu que vous n'aviez pas de parapluie. Deuxièmement, pour le bus, il y a encore 10 minutes. Il est un peu en retard. Oui. On vous dit ça. Alors, on l'a généralisé pour tous les services de bus. Et quand quelqu'un, on l'avait mis sur le périph', quand quelqu'un sait qu'il a 10 minutes avant d'atteindre la porte de Champéret ou autre, il s'énerve moins. Vous voyez, il est aussi bête, mais il est moins con. Donc il attend tranquillement. Alors, quand ça marche. Et là, on le met pour les bus. Attendre le bus, c'est bête quand même. Hein, c'est bête. Alors, savoir qu'on n'a que 5 minutes de retard, on a l'impression qu'on est dans le coup et qu'on s'occupe un peu de soi. Donc simplifier la vie des gens, et en même temps des services qui renforcent la fameuse intermodalité, parce que évidemment on est amené à prendre plusieurs moyens de transport. Alors on vient de voir la vision des élus, des territoires, et bien maintenant on va demander à ceux qui ont travaillé au plus près sur le projet du Grand Paris Express
de venir de donner les principaux enseignements de l'appel à manifestation d'intérêt. Mais d'abord, je vous remercie de remercier André Santini et Jean-Yves Le Bouillonnec pour leurs réponses. Merci. Et maintenant d'accueillir Didier Benz et Jérôme Coutan, qui sont les personnes qui ont travaillé au plus près et qui vont vous donner les principaux enseignements de l'appel à manifestation d'intérêt. Bonjour Didier Benz. Bonjour Jérôme Coutan. Alors, Didier Benz, vous êtes en charge de la construction du Grand Paris Express, 200 km de voies, 72 gares. J'ai envie de me demander tout de suite, comment ça avance ce projet pharaonique ? Alors, d'abord, ça avance parce que je ne le fais pas tout seul. Voilà. Donc effectivement, au départ, la Société du Grand Paris, c'est un établissement public qui est en charge de construire ce projet. On parle d'un projet de 25 milliards d'euros sur 15 ans, 200 km de voies nouvelles. On va doubler en fait le métro de Paris, qui lui s'est construit plutôt sur un siècle que sur cette période-là. Donc quelque chose de très très intense avec ces 72 gares réparties sur tout le territoire de la métropole. Une responsabilité colossale du Grand Paris, absolument. C'est une infrastructure qui sera fréquentée par plus de 2 millions de personnes. Je crois que c'est un chiffre qu'il faut citer, alors qu'on va probablement réviser vers les 3 millions, parce qu'on est en train de s'apercevoir, ce que M. Santini a compris depuis longtemps, c'est qu'on sous-estime probablement un peu surdimensionner les fréquentations. Voilà. C'est un projet qui avance, qui est organisé en 7 tronçons, je le dis très rapidement pour situer le moment dans lequel nous sommes, qui vont être décidés les uns après les autres. La ligne 15 Sud entre le Pont de Sèvres, donc les territoires de messieurs Santini et Le Bouillonnec, et Noisy-Champ, donc coût est de 5,3 milliards, c'est décidé, c'est parti, on est en train de le faire, et donc on est déjà dans le temps de la conception avec les 16 gares, c'est-à-dire qu'on décide maintenant l'architecture, on décide maintenant l'aménagement, et on décide aussi une partie des services qui seront disponibles dans ces 16 gares du premier tronçon, et donc il faut décider maintenant si on veut mettre quelque chose en service à l'horizon de 2020. Sur les gares du Grand Paris Express, alors sans tomber dans le caractère monumental des grandes gares parisiennes du 19e siècle, on aurait pu le faire, il n'y a plus vraiment la place. On a voulu très vite qu'elle dépasse le simple lieu de passage, le lieu de triage presque, j'ai envie de dire, mais qu'elle soit aussi, et ça a été très bien dit, des lieux de service marchand ou non marchand. Justement, c'est là qu'intervient la dimension numérique qui a été ajoutée au projet. Absolument, ces gares pouvant aussi devenir finalement un lieu de vie, voire un lieu de destination. Et par ailleurs, notre métro automatique, c'est aussi un système d'information. C'est quelque chose d'assez complexe sur le plan technique. Et en tant que maître d'ouvrage, il faut nécessairement qu'on apprenne à maîtriser cette complexité et cette aussi nécessaire évolutivité, ces infrastructures qui vont durer 100 ans. Donc, quand on met les choses bout à bout, le sujet du numérique, il s'est totalement imposé avec la question de tous les services qui vont être liés à la mobilité. Et une difficulté qui est de prévoir ces services. J'ai parlé de 2020, mais tout ça, ça va évidemment s'étaler jusqu'en 2030. Et donc on est là face à l'angoisse du créateur qui n'a pas le problème de la feuille blanche, mais c'est bien tout le contraire. Il a l'angoisse finalement de rater sa cible quelque part et de travailler sur des objets qui vont être obsolètes avant d'avoir été totalement déployés. Voilà. Donc il fallait nécessairement qu'on réfléchisse à ce qu'allait apporter l'intégration du numérique dans la conception du métro. Et ça, on le fait avec quelques convictions. D'abord, l'expérience que vit aujourd'hui le voyageur, où quand il rentre dans le réseau de transport, il est obligé de quitter son réseau social, c'est une anomalie que je pense momentanée, le temps que les deux mondes se rejoignent. Ce sont des systèmes qui ne vivent pas tout à fait sur les mêmes cycles. Je suis persuadé que les opérateurs sont dans le temps de la réparation et que dans quelques années, on aura oublié que ça pouvait être comme ça. Voilà. Et tout ça dans un contexte, évidemment, où les innovations sont là, où le monde numérique est extrêmement prolifique et où tout ça s'accélère prodigieusement. Et puis, la deuxième conviction, c'est que l'accès au numérique, mais ça a été très bien dit, comme l'accès au transport, c'est un élément de réduction des inégalités entre les différents territoires, entre les différents citoyens. Voilà. Donc on s'est lancé effectivement dans cette réflexion-là. Alors, au départ, vous avez commencé, vous avez dit tout à l'heure, c'est difficile de prévoir aujourd'hui les usages et la façon dont on sera utilisé le numérique en 2020. Vous avez commencé dès le départ avec un échantillon d'acteurs avant de lancer l'AMI.
Alors, oui, bon, on a commencé effectivement de façon assez classique. On s'est fait accompagner par un cabinet très, très en pointe sur ces sujets-là qui nous a permis de sortir un peu de nos idées reçues. On a confronté ça face à des échantillons, effectivement. Et en fait, quoi qu'on fasse, quelle que soit la direction vers laquelle on arrive, toutes les études et réflexions qu'on mène démontrent qu'il y a à la fois une exigence de service, un besoin, voilà, c'est ce qu'on regroupe sous le nom du métro digital, et puis aussi un vrai potentiel de valorisation. Il ne faut pas l'oublier, à la fois pour la Société du Grand Paris, qui pourra tirer quelques bénéfices des infrastructures qu'elle mettra à disposition, et puis surtout, ça a été très bien dit, au profit des citoyens usagers, et puis au profit des acteurs économiques dans les différents territoires. Alors, pourquoi vous avez lancé l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt? Alors, bon, le travail classique touchait un peu ses limites, et puis d'une façon générale, tout ce qu'on fait à la SGP, on essaye de le faire avec les autres. Et en l'espèce, on a été effectivement très vite convaincus qu'il fallait partager le projet avec l'ensemble des partenaires potentiels, les industriels, les collectivités, parce qu'on soupçonnait qu'il y allait avoir un impact qui pouvait être beaucoup plus important que ce qu'on allait chercher au départ. Donc on a souhaité trouver une formule pour ouvrir un dialogue avec l'ensemble de ce qu'on peut appeler l'écosystème numérique et effectivement passer quelque part à une autre échelle de réflexion. Le numérique, c'est un monde qui se prête parfaitement à cette approche de conception. On voit tous ces lieux qui aujourd'hui fleurissent pour l'encourager. Et donc c'est effectivement un domaine dans lequel la création de valeur, la valeur numérique, elle repose sur la participation du plus grand nombre. Donc Jérôme, justement, on va demander à Jérôme. Alors justement, Jérôme Coutan, quels sont les principaux intérêts de cet appel à manifestation d'intérêt? Quels sont les principaux enseignements de l'appel à manifestation d'intérêt? Bon, c'est un exercice très difficile quand même. Je voudrais en profiter, premièrement, pour établir une vérité historique. La ville d'Issy-les-Moulineaux a contribué, monsieur le maire André Santini, pas par écrit, vous n'aviez pas le temps, mais on a eu de longs entretiens avec Éric Le Gall, qui est ici et que je remercie. Et donc, je considère qu'il fait partie de cette communauté des fondateurs, des initiateurs de cette réflexion, ne serait-ce que parce qu'Issy-les-Moulineaux a beaucoup travaillé ces dernières années. Alors, ce n'est pas un boulot facile de tirer des enseignements comme ça en quelques minutes d'un travail absolument colossal qui a été réalisé par beaucoup d'entre vous. Une expression que l'on connaît, c'est big data. C'est-à-dire qu'on a reçu d'un seul coup du big data. On a reçu un gros millier de pages. Oui, alors concrètement, combien de contributions? Alors, il y a eu 115 contributions, mais qui réunissaient de l'ordre de 170 organisations. Vous avez cité 140 tout à l'heure. En réalité, quand on décompte tous ceux qui ont travaillé sur ces contributions écrites, il y a à peu près 170 organisations, publiques, privées, associatives. Donc c'est absolument considérable. Et en gigaoctets, ça pèse combien, les contributions? Non. 1000 pages. Donc en gros, on n'a pas été déçus. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la méthode d'une consultation massive, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Et ce qu'on en a tiré, c'est qu'il y avait un enthousiasme extrêmement important de la part de tous les acteurs, donc des acteurs du numérique, bien sûr, mais des acteurs du transport, évidemment, puisqu'on est sur un sujet de transport, et puis des acteurs de la ville. Ça a été pour moi la grande surprise de voir arriver toutes les entreprises qui travaillent sur les services de la ville, les utilities et autres, et avec beaucoup de pertinence. C'est un autre enseignement pour nous. C'est la pertinence, la qualité de tout ce travail. Beaucoup de réponses de très bonne qualité grâce à vous. Voilà, donc en fait, on a été emmené très loin. Alors, pour moi, l'image la plus forte que je peux exprimer, c'est qu'on est parti sur une vision un peu technique. Qui a été rappelée, même par le ministre, on a proposé d'inventer avec vous, promesse, inventer avec vous le métro le plus digital du monde. C'est un peu prétentieux, mais après tout, pourquoi pas, hein, il faut un drapeau. Et en fait, ce que vous nous avez renvoyé, c'est pas ça, c'est pas une vision technique, c'est une vision voyageur et territoire. Donc, en gros, vous nous avez dit, OK, le métro le plus digital du monde, mais il faut préparer la métropole la plus intelligente du monde. Donc, c'est une vision qui nous a un peu perturbés au départ, mais qu'on a adoré parce que finalement, c'est ça le grand projet, c'est de préparer les territoires.
territoire de la métropole pour en faire la métropole, évidemment, emblématique d'abord de ce qu'est la France et puis de ce qu'on peut faire avec le numérique et le Quelque chose transport. de plus ambitieux que ce qui avait été Oui, imaginé à l'origine. exactement. Beaucoup plus ambitieux. Et du coup, cette infrastructure numérique que l'on va déployer dans le métro, c'est une sorte de moelle épinière. C'est vraiment la moelle épinière de ce que sera... Bon, c'est un réseau de transport, en soi, c'est déjà une moelle épinière, mais avec le numérique, on a une dimension supplémentaire, moelle épinière, de ce que serait le Grand Paris, la métropole du Grand Paris. Une espèce de générateur de puissance économique, facilitateur d'emploi. Et en même temps, il faut que ce soit une infrastructure qui soit à la disposition de tout le monde. Donc il faut qu'elle soit neutre, techniquement neutre, ouverte à tous ceux qui veulent l'utiliser. Donc ça, c'est un enseignement fort, une vision augmentée par rapport à celle que nous avions, qui était une vision un peu technique. Je le reconnais, j'en suis un peu responsable d'ailleurs. La déclinaison de ça, c'est que puisqu'on a cette moelle épinière, dans la moelle épinière, il y a de l'information qui passe, et donc la question des données est fondamentale. Et massivement, vous nous avez dit, la question de l'ouverture des données est fondamentale. C'est-à-dire que vous avez, vous, la Société du Grand Paris, la possibilité de faire circuler les données, de faire échanger les données à l'échelle donc du Grand Paris. Et donc, il faut absolument que vous créiez les conditions de cette circulation des données, de cette ouverture des données. Les données, cette fameuse énergie première du 21e siècle, comme on dit. Voilà. Et donc, le message que l'on a reçu fortement, c'est ouvrez les données, commencez par les vôtres, et faites en sorte que ceux qui souhaitent, donc que ce soit des entreprises, des collectivités, puissent y mettre aussi des données. Parce que les données en soi n'ont pas de valeur. Elles n'ont de valeur que si elles sont temps réel et si elles sont croisées avec d'autres données. Un troisième ou quatrième, enfin peu importe le nombre, enseignement très fort que l'on a essayé de restituer là-dedans. Petite parenthèse d'ailleurs, je pense que ça doit être un peu frustrant pour vous qui avez écrit des dizaines de pages, de voir que vos propos sont résumés en quelques pages, même s'il y a une quarantaine de pages, mais ça a été un exercice extrêmement compliqué à faire, de restituer toute la richesse de ce que vous aviez fait. Sujet fort, la gare. La gare a été évoquée, lieu de vie, mais vous êtes allé plus loin, vous nous avez emmené plus loin. En gros, ce que vous dites, c'est que la gare, enfin le réseau du Grand Paris Express doit être un réseau de tiers-lieux, de living lab, pardon pour les expressions un peu anglicistes, mais même de fab lab, c'est-à-dire des lieux où on va pouvoir travailler, même sur un temps relativement court, on va pouvoir innover, on va pouvoir coworker, enfin, là encore un anglicisme, mais c'est des lieux de quelque rencontre chose. quelque part entre Un lieu de rencontre. les usagers, vous et moi, et les prestataires de services et ceux qui Voilà. innovent. Et pas forcément un lieu où on va juste passer. C'est pas un hub, c'est pas un routeur, pour reprendre une expression un peu télécom. C'est pas juste l'endroit où on passe. Lieu de vie, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi le travail dans 10 ans, dans 20 ans? Où on va travailler? Donc c'est vraiment la question qu'on se pose, parce que vous nous avez dit qu'il fallait vraiment que la gare anticipe ce que sera le travail, ce que sera l'innovation dans quelques années. Bon, d'autres sujets qui sont peut-être de moins grande importance, mais notamment un sujet qui nous a beaucoup interpellés parce qu'on n'y avait pas du tout réfléchi nous-mêmes, le sujet des contenus. On dit qu'avec les données, on va générer des nouveaux services. Bon, c'est formidable. D'ailleurs, les spécialistes se demandent si vraiment ces nouveaux services sont aussi utiles que ça. Donc on est dans un moment de doute peut-être sur la vraie valeur de l'open data. C'est un sujet qui sera traité tout à l'heure par des gens beaucoup plus cultivés que moi sur le sujet. Mais la question des contenus, les voyageurs du Grand Paris Express et d'une manière générale des réseaux de transport public, pourquoi n'auraient-ils pas accès à des contenus qui sont préparés et qui sont dédiés pour le moment de voyage? Donc c'est un sujet sur lequel vous nous avez apporté beaucoup d'idées. Certains parmi vous sont des spécialistes du contenu numérique, soit côté médias, soit côté Internet C'est-à-dire, pur. très concrètement, ça veut dire quoi? Ce serait qu'on aurait soit des émissions de radio qui seraient taillées pour la ville de Cachan ou la ville d'Issy-les-Moulineaux, des chaînes de télévision qui vous donneraient des informations. C'est ce genre de choses dont Voilà, on c'est parle. l'idée que le voyageur du Grand Paris Express, mais de tous les réseaux de transport public, ait sur leur temps de transport des contenus qui sont formatés, contextualisés, personnalisés,
et enrichissant. C'est-à-dire que voilà, ça ouvre beaucoup de sujets. Mais Alors Didier Benz, pour finir, j'imagine que vous avez tiré des conclusions de ces appels à manifestation d'intérêt. Alors lesquelles allez-vous mettre en œuvre et comment? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, à travers les différents thèmes, les différentes pistes d'action qu'on avait proposées autour de la communication mobile, autour de l'utilisation des données, enfin bref, tout ce qui vient d'être appelé, on cherchait à un bout de la chaîne d'abord de capter tout de suite les besoins essentiels, j'ai envie de dire, qu'il fallait prendre en compte dans le temps de la conception où nous sommes aujourd'hui sur le réseau. Donc ça c'est parti. On va le faire tout de suite. On a alimenté nos maîtres d'œuvre avec les éléments qu'on a, et ils sont en devoir de nous proposer des architectures, de prévoir les bonnes réservations, les bonnes installations dans le tunnel et le code technique. Ça, c'est essentiel, c'est idiot, mais si on ne le fait pas, on sera en permanence dans le temps de la réparation, ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur les métros existants. Et dès que les trains roulent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Bon, bien sûr, au fil du temps, il faudra approfondir les principes techniques pour être sûr de coller aux bonnes technos et aux bonnes architectures. Donc ça, on continuera le dialogue avec la communauté numérique et on se fera assister pour tout ça. Pour le reste, on poursuit la méthode qui est la nôtre. On continue à enrichir la réflexion, le partage. Fondamentalement, notre défi, c'est de créer finalement l'environnement pour favoriser l'innovation numérique à long terme sur les services. À partir, notamment, ça a été dit, des données produites par le réseau, qui sont assez riches. Elles peuvent être géolocalisées si l'usager l'accepte, par les voyageurs, absolument. C'est un sujet, en tout cas, sur lequel nous souhaitons nous impliquer et prendre des initiatives. Alors, on ne fera pas tout nous-mêmes. D'abord, on n'est pas tellement gréé par rapport aux entreprises qui ont répondu. Donc on va même essayer probablement d'en faire le moins possible et d'être en articulation avec l'écosystème numérique, avec les acteurs. Donc ça renvoie à une réflexion sur la recherche des bons modèles économiques, la recherche des bons partenariats. Et puis, à un moment, on viendra se poser la question du tour de table, du financement, auquel la SGP, bien sûr, sera prête à prendre sa part. Alors, tout à l'heure, Philippe Yvain, qui est le président du directoire de la Société du Grand Paris, viendra faire des annonces directement en relation avec les contributions et notamment des propositions très concrètes qui seront mises en œuvre par la Société du Grand Paris. Merci Didier Benz, merci Jérôme Coutan. Vous pouvez les applaudir.